Allez, on y va. Donc, merci encore à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Dans ce webinaire, j'enlève ça. Ouais, c'est bon. Dans ce webinaire, nous parlerons de remplacement métal, comme présenté dans les invitations. Un sujet déjà abordé dans certains de nos webinaires précédents. Qu'on a lancé depuis 2021 pour des applications structurelles, mais aussi dans le cas de conductivité thermique ou de blindage électromagnétique que l'on a fait l'an dernier. Aujourd'hui, nous voulions vous présenter plus concrètement 2 cas d'études clients avec une petite conclusion finale. Alors, pour rappel, chez Lati, nous disposons d'un large panel de matières et de polymères de base plutôt très techniques, les polyamides bien sûr, mais aussi des PPT, des pommes, acétales, des polycarbonates, jusqu'aux polymères haute performance comme les PA, comme les PPA, pardon, les polyphthalamides ou des PPS ou des PIC, voire aussi les sulfonés. Associé à la résine de base, au polymère, on ajoute ensuite un ensemble d'additifs, de charges, de renforts pour extruder des compounds disposant de propriétés similaires aux métaux. En particulier pour les applications structurelles, avec des compounds à très haut module mécanique et de très bonnes performances mécaniques, comme on verra ensuite dans le premier cas. Puis aussi mettre le pointeur. Puis aussi des cas de compounds conducteurs, comme les métaux, conducteurs électriques bien sûr, avec des propriétés de décharge antistatique, mais surtout conducteurs thermiques pour la dissipation de la chaleur, comme un radiateur aluminium sur les PCB. Alors évidemment, on peut remplacer le métal dans de nombreux cas, pour de nombreux secteurs d'activité. L'ATI est très présent dans les applications électriques, l'électroménager, c'est près de 60% de notre activité. Le reste, c'est l'automobile, bien sûr, surtout avec le développement du véhicule électrique et l'intérêt pour les matières inifugées, entre autres, depuis quelques temps. Mais aujourd'hui, on retiendra une application de remplacement métal dans le secteur médical et dans le secteur et dans l'éclairage. Un élément important quand il s'agit de remplacement métal, c'est le support technique dont on peut avoir besoin aussi bien pour la simulation numérique, les calculs de structure, la rhéologie, l'analyse des déformations, analyse thermique, mais aussi l'aide à la conception pour optimiser la géométrie d'une pièce, jusqu'à aussi trouver les meilleures conditions de transformation. C'est ce que l'ATI propose aujourd'hui dans le cadre de nos collaborations de développement sur les projets, sur les nouveaux projets. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, comment peut-on remplacer le métal dans nos applications d'aujourd'hui? Voici 2 cas de développement communs avec des clients et donneurs d'ordre. D'abord STEAM dans le médical et Voslo Chabeux dans l'éclairage. Alors, commençons donc par ce brancard médicalisé, on dira même robotisé, automatisé, très futuriste, qui souhaite révolutionner le transport sanitaire des ambulanciers. Quelques mots sur la société STEAM. EMS est un leader italien de la prise en charge et du transfert des patients et qui vient donc de présenter un nouveau brancard, le Spark, avec un concept inédit pour le transport médical en ambulance. Il est conçu pour toujours maintenir le patient en position horizontale en ajustant sa hauteur et l'inclinaison selon les terrains irréguliers ou pour les opérations, par exemple, de chargement, déchargement dans l'ambulance. En 2 mots, il s'agit d'un dispositif donc polyvalent, léger, robuste, qui convient aux situations particulières comme le transfert néonatal ou pour le confinement. C'est justement l'intérêt de son développement au départ pour les patients. C'était fait pour les patients de la Covid. On voit justement ici en photo sa version avec des bulles d'isolement et toutes les petites trappes pour le raccordement des équipements médicaux. Puis Steam a réimaginé son produit avec des fonctionnalités plus larges et prioritairement au marché US. Si on brosse maintenant les principales fonctions et exigences du produit, du client,
On veut assurer le transfert, on l'a dit, des patients délicats, très facilement, mais en toute sécurité, bien sûr. Ça veut dire donner le meilleur confort possible au client, donc un produit ajustable, inclinable facilement. Le brancard doit être capable de supporter des charges importantes pour couvrir un large panel de patients, donc résistant pour supporter un poids jusqu'à 320 kg, mais aussi les chocs, des chocs importants durant le transport, le chargement, le déchargement dans l'ambiance, mais tout en étant suffisamment léger pour être manipulé facilement. On voit ici l'ajustement en hauteur des pieds à l'avant, à l'arrière pour monter ou descendre l'ambulance et pour s'adapter au terrain. Donc on imagine bien là d'avoir un besoin d'un matériau, deux matériaux très rigides et très robustes. En ce qui concerne ce qui nous concerne aujourd'hui, plus exactement, c'est la pièce qui nous concerne, c'est la roue, c'est le support de roue. Qui assure l'articulation sur l'autre pièce montée, là, la petite qui est là, qui est montée sur la roue aussi, et avec des exigences précises, à savoir donc on a une pièce qui est assez longue, qui fait 35 cm, ça représente donc un certain volume de matière. Elle doit évidemment supporter une charge statique importante, exposée aussi à du fluage dans le temps. La manipulation du brancard est quelquefois brutale durant le transport, donc on transmet aussi des chocs importants jusqu'à la pièce. La stabilité dimensionnelle est importante. Il faut éviter les déformations pour garantir l'assemblage du fonctionnement correct des deux pièces en articulation ici, qui sont articulées l'une sur l'autre, mais de l'autre côté ici, on a le support de roue ici vient s'emboîter dans la jambe du brancard. C'est un profilé un profilé fibre de carbone, pardon. Et il faut donc garder de bonnes tolérances géométriques pour pouvoir avoir un assemblage correct. Et enfin, c'est une pièce visible du public, donc il faut une matière avec un bon aspect de surface, mais suffisamment lisse aussi pour pouvoir être nettoyée facilement et désinfectée surtout. Bon, il s'agit quand même d'un contexte médical. Pour finir, un mot sur la conception. STEM, donc pour cette conception de pièces, le donneur d'ordre STEM s'est adressé à un sous-traitant pour la modélisation de cette pièce. C'est Capra, que vous voyez dans le logo ici. Capra est un mouliste italien et un mouleur reconnu et très capable pour injecter des matières thermoplastiques très techniques. Après concertation donc, entre moulistes et donneurs d'ordre, nous nous sommes orientés sur un polyamide 6,6 renforcé 50% en fibre de verre. Pas plus de fibre de verre pour respecter les exigences d'esthétique, donc on évite par exemple un PA 6,6 60% en fibre de verre. On évite également les fibres de carbone plus rigides et fragiles. On obtiendrait des pièces trop cassantes, plus sensibles au choc par rapport à la fibre de verre. En finale, on part sur un compound éprouvé sur le marché avec des caractéristiques mécaniques remarquables, au module élastique, 16 000 mégapascales, une contrainte à la rupture à 220 mégapascales, très bon comportement dans le temps, et aussi une moindre reprise d'humidité, s'agissant d'un PA 6,6 par rapport à un PA 6, d'une part, et puis il y a 50% de fibres de verre, donc 50% de compound de résine seulement, ce qui réduit on va dire la reprise d'humidité considérablement. On a de la reprise d'humidité que sur 50% du compound qui est la résine. Bon, évidemment, on a à disposition l'ensemble des données techniques de la matière, les courbes, contraintes, allongements, pour lancer les calculs mécaniques de validation. On a récupéré les données mécaniques du client STEM aussi, donc à savoir comment fonctionne le produit, une charge statique de 1000 newtons perpendiculaire à l'axe de roue, un effort latéral de 150 newtons, et aussi important, un niveau d'impact potentiel de 8000 newtons, c'est conséquent, et c'est là le véritable défi. Donc, selon l'utilisation du brancard, selon ses différentes positions, les efforts mécaniques
seront répartis différemment. On a ensuite lancé une analyse mécanique qui nous a conduit à modifier la géométrie de la pièce. On a optimisé le positionnement des nervures, pour renforcer la pièce au mieux. Mais on a aussi revu les épaisseurs par endroits pour répartir plus correctement les contraintes sur la pièce. Et au final, la simulation mécanique nous confirme la faisabilité mécanique de cette géométrie selon le cahier des charges du client. Reste maintenant à valider cette géométrie de pièces pour le moulage par injection. On a aussi lancé une rhéologie sur la géométrie de pièces optimisée au mieux. En résultat de la simulation par élément fini, on a bien on a constaté quelques préoccupations quand même à ce niveau, à commencer par le retrait différentiel de la matière. Là, fréquemment, on peut s'en sortir en réduisant l'épaisseur des parois. Ici, s'agissant d'une pièce mécanique de structure, on a eu besoin justement d'augmenter l'épaisseur par endroit pour augmenter la résistance mécanique localement. On a donc recherché le meilleur compromis entre ces deux exigences. Un autre point critique, c'est le refroidissement de la pièce, qui n'est pas uniforme du tout selon les différentes épaisseurs, justement. On passe de 80 degrés presque dans certaines zones à plus de 200 degrés dans d'autres, et forcément les parois d'une même pièce qui ne refroidissent pas à la même vitesse, bah, ça accentue encore plus la déformation de la pièce à l'éjection. Et si on ajoute l'affluence de l'orientation de la fibre, des fibres de verre dans la pièce à l'injection, bah, on obtient cette géométrie en jaune trop déformée pour garantir son assemblage final correctement sur la jambe en fibre de carbone du brancard. Ici, donc, on fléchit, et ici, on n'est pas beau non plus sur l'articulation. Alors, c'est le rôle, c'est là le rôle déterminant du partenaire, hein, Capraplast. C'est un mouleur italien particulièrement habitué et expérimenté pour mouler des thermoplastiques très techniques, je l'ai dit, et de haute performance, mais c'est aussi le mouliste, et il a été capable d'apporter une solution en concevant un outillage exactement adapté à la situation. Donc il a déterminé déjà un positionnement du point d'injection pour favoriser l'orientation des fibres, et aider à l'orientation des fibres encore plus. Il a conçu un réseau de canaux d'injection optimisés pour améliorer le refroidissement de la pièce en réduisant les deltas de température. Et Capra a aussi développé un moule avec des chariots nitrurés pour limiter l'action abrasive des fibres de verre, et aussi un acier à conductivité thermique amélioré pour la thermorégulation plus précise du moule de l'outillage, sans cuivre bien sûr, à cause sinon des fibres de verre abrasives. Au final, on obtient un moule, une empreinte un peu complexe, mais assez compact et très performant. Et bien et aussi un petit mot sur la transformation. À la transformation, on pourra aussi optimiser des soucis de transformation, de déformation par exemple, en ajustant les vitesses et les températures de moule et de cylindre. Donc enfin, résultat final, un ensemble de 2 pièces légères, résistantes au choc, résistantes à la corrosion aussi, aux agents chimiques de nettoyage. On a une très bonne stabilité dimensionnelle et un bel aspect de surface. Donc là, les pièces sont colorées pour les besoins de ce client-là dans ce verre, mais voilà, on peut l'avoir en naturel, en noir, ou coloré masse, ou coloré sur presse. Et ça répond complètement à toutes les exigences du client Steam. Vous pouvez visiter avec ce QR code le site internet du client pour plus de détails sur toutes les versions du brancard et plus de détails sur le fonctionnement. Voilà pour ce qui est du premier cas d'étude. Donc une application structurelle. Maintenant, on va aborder le second, qui est une application
pour l'éclairage, c'est un projecteur extérieur à LED de grande puissance de chez Vossloh Schabe. C'est un fabricant allemand implanté un peu partout dans le monde, avec une large gamme de matériel d'éclairage, depuis de simples accessoires pour la gestion électronique, jusqu'à des dispositifs d'éclairage complets et assez puissants. Nous travaillons avec eux depuis de nombreuses années maintenant pour leur projet de dissipation thermique plastique, et plus particulièrement avec leur site en Italie. Alors, il s'agit ici d'un tout récent produit, Brave, un projecteur pour l'extérieur, pour les espaces publics, dans la rue, bâtiments industriels ou collectifs, des installations sportives par exemple. Qui dit application, évidemment, dit bien sûr un niveau de protection normalisé bien défini, c'est l'IP66, voire même sur certains produits, sur certains modèles IP67. Ça veut donc dire une très bonne étanchéité de l'enveloppe, ici de l'enveloppe de l'appareil électrique, contre les intempéries, les UV, etc. Ce doit être un projecteur qui doit pouvoir être monté facilement en lieu et place d'un produit existant. Donc c'est un peu un plug and play, un plugin, hop, on prend, on remplace et sans passer, et très rapidement. Le client a exclu l'aluminium dès le départ pour un souci de corrosion dans le temps et selon les environnements, les ambiances. Par exemple, pour le milieu salin, sur les bords de mer, sur un bateau, ou aussi pour le contact avec les déjections d'animaux. Et enfin, on vise une durée de vie importante, 100 000 heures avec l'utilisation de la technologie LED. Donc, ce sont des composants électroniques qui nécessitent absolument leur refroidissement afin de garantir leur fonctionnement dans le temps et donc cette durée de vie de l'appareil. Ça veut dire, en final, d'utiliser des matériaux capables de dissiper la chaleur, comme l'aluminium, mais en plastique. Alors, voyons le cahier des charges du projet. Pour commencer, un coup d'œil sur le système d'éclairage, comment ça fonctionne. On trouve des LED montés en surface sur le boîtier de dissipation, donc le boîtier ici et les LED ici. Une vitre de verre qui est posée sur le cadre métallique ici, et donc en fait avec un enjoliveur commun à peu près tous les modèles de projecteurs, avec un joint ici, un joint d'étanchéité pour protéger l'électronique des intempéries, de la poussière, etc. Donc c'est ce qu'on a vu avec l'indice IP66 ou 67, indice de protection. Alors, on a des LED, on a des modèles de projecteurs différents qui peuvent aller de 12 à 24 LED ça représente jusqu'à 44 watts de puissance, ce qui est pas mal. Cela veut dire que le fond du boîtier ici devra évacuer la chaleur générée par toutes ces LED, donc un rôle de dissipateur thermique réalisé avec une matière dotée d'une excellente conductivité thermique. Il s'agit d'un boîtier de grande taille, donc une bonne stabilité dimensionnelle est demandée, sortie de moulage, afin de pouvoir intégrer le projecteur dans un encombrement prédéfini pour remplacer un appareil existant, ce que je disais tout à l'heure. Il faut aussi obtenir une planéité la meilleure suffisante, la meilleure possible, dans le fond du boîtier pour garantir le bon contact des LED à la surface du dissipateur. Autrement, on devrait ajouter d'autres types d'interfaces thermiques et ça compliquerait un peu l'intérêt du projet en termes de process et de final. Résistance mécanique, bien sûr, il y a des risques de choc, des risques de rayures accidentelles ou volontaires, c'est inévitable. Et justement, s'agissant d'un appareil installé à l'extérieur, dans un espace ouvert, public, c'est sujet au vandalisme. Il faut donc garantir une protection adéquate. C'est l'indice IK de protection contre les impacts mécaniques. Et la norme ici, pour ce produit-là, c'est IK09. Ça correspond à un impact de 10 joules, c'est-à-dire une chute, la chute d'une hauteur de 20 mètres pour un objet qui fait 5 kg.
Ah, ouais, pardon, je me suis arrêté, j'ai vu une question, je répondrai à la fin. Je pensais que c'était un. Alors, attendez, juste un. Voilà, donc on a fini là-dessus. Pour répondre donc à ce cahier des charges, on a déterminé une matière possible. C'est un compound dissipateur, le laticontaire, ce qu'on appelle chez nous le laticontaire 62GR50. Et il s'agit d'un PA6 chargé avec du graphite qui offre une conductivité thermique les plus élevées, jusqu'à 20 watts par mètre Kelvin. C'est simple à transformer avec une bonne fluidité malgré un taux de charge de 50%, tout à fait adéquate en fait pour le remplissage de géométrie complexe et de parois fines. Enfin, on le disait tout à l'heure, très bonne stabilité dimensionnelle, comme c'est requis, pour contribuer à l'efficacité du transfert thermique et puis surtout et puis aussi au montage, à l'assemblage. Alors, attention aussi, le graphite n'est pas un renfort, comme la fibre de verre ou la fibre de carbone. On garde de bonnes propriétés mécaniques ici, mais pas comparables aux fibres. Mais ça reste très acceptable pour la plupart de ce type d'application. Et puis, un point important, ou du moins assez remarquable, on peut employer des vis autotaraudeuses, c'est possible. On a travaillé avec un fournisseur de vis, Edjot, allemand, autrichien, enfin, pour des essais de serrage et de couple sur des applications clients. On peut retenir le type de vis, dans ce cas de compound, les delta PT, euh, et on a des données à disposition pour ce type de pour ce type de grade laticontaire, mais mais on a aussi d'autres compounds. On a fait des tests sur d'autres compounds comme des PPS renforcés fibres de verre. Donc n'hésitez pas à demander si vous avez l'utilité. Alors maintenant, posons-nous les vraies questions, hein. Par exemple, le plastique peut-il, la vraie question c'est le plastique peut-il vraiment dissiper la chaleur autant que l'alu? On veut remplacer de l'alu. Bon, l'aluminium a une conductivité thermique de 110 watts par mètre Kelvin, et de façon isotrope, hein, dans les deux directions, dans le plan et en transversal, dans l'épaisseur. Les meilleurs compounds dissipateurs laticontaires arrivent seulement à 30 watts par mètre Kelvin dans le plan, 4 fois moins. Et là, on a pris des grades les plus performants, hein, chargés graphite jusqu'à 70%. Donc, si on compare purement les valeurs de conductivité thermique, ici, c'est forcément non à notre question. De plus, vous voyez, les valeurs de conductivité sont très différentes dans le plan et en transversal, dans l'épaisseur. C'est 3 à 5 fois moins. Seulement 6 watts ici, comparé à 110 ici, et on est bien loin des 30 dans le sens du plan. Alors, par rapport à ce phénomène-là, n'hésitez pas à revoir ou à voir nos précédents webinaires pour comprendre ce phénomène. C'est lié au graphite, hein, qui est constitué de lamelles avec un ratio de forme qui est plus large, long, mais très mince, et donc qui ne performent pas de la même façon une fois associés ensemble. Pour compléter ce comparatif, on a ajouté d'autres types de compounds laticontaires, mais qui sont aussi isolants électriques, contrairement au graphite, évidemment, qui lui est conducteur électrique et thermique. Donc il s'agit de charges céramiques ou des nitrons de bore, mais ce sont des compounds encore moins performants, vous voyez, en termes de conductivité thermique, même s'ils peuvent être un peu plus isotropes. Donc là, on est 1, 2, on n'arrive même pas à 10 sur le nitrure de bord. Donc si l'on pose la question différemment, le plastique peut-il, ou je dirais le plastique peut-il dissiper la chaleur aussi bien que l'alu? Là, on peut peut-être répondre oui,
parce que la conductivité thermique n'est pas le seul facteur prédominant ou déterminant dans le phénomène d'échange thermique. C'est ce qu'on va voir maintenant. Je reviens juste une question pour être sûr. Nicolas, bon, c'est bon. On verra la question à la fin. Pardon, j'ai un problème de déroulement. Alors, là encore, ce sont des notions reprises dans le webinaire précédent, ou dans les webinaires précédents. Il y en a deux. En particulier, les différents modes d'échange de la chaleur. D'abord, on a la conduction, hein, c'est-à-dire la transmission de chaleur d'un objet solide à un autre au contact de leur surface. La conduction, elle est directement liée à la valeur de conductivité thermique, comme on a vu précédemment. Puis, il y a la convection. C'est l'échange thermique avec son environnement, avec l'air ambiant. La propriété importante, c'est le coefficient de convection. Et puis, il y a enfin le rayonnement. C'est la diffusion de la chaleur d'une surface dans son milieu par l'effet en fait des infrarouges et qui fait appel à une propriété du matériau propre, hein, c'est d'émissivité. Si on compare ces trois modes d'échange appliqués à l'aluminium et au compound dissipateur, on en conclut que l'aluminium est imbattable en conduction, car on l'a dit avant, à cause de sa conductivité thermique, hein, nettement supérieure, 150 watts contre 30 watts seulement par mètre Kelvin pour le compound. Le rayonnement dépend de l'émissivité de la matière, on l'a dit, mais aussi de l'état de surface de la pièce, son contraste, sa couleur. Une pièce sombre, noire, contribuera à dissiper plus de chaleur qu'une pièce claire, comme l'aluminium au naturel. D'où l'intérêt d'utiliser un compound graphite naturellement gris anthracite. En finale, on constate qu'en mode convection, l'aluminium et le compound dissipateur sont assez proches, à condition, en fait, il y a une condition, que la conductivité thermique du matériau soit au moins de 10 watts par mètre Kelvin. 10 watts par mètre Kelvin. C'est le cas du Laticonter 62 GR50 qu'on a choisi. Un point important, c'est, ce serait aussi en convection, vous voyez qu'on échange avec l'air ambiant, c'est d'améliorer, d'optimiser le design de la pièce. Plus il y a de surface en contact avec l'air, et plus il y aura d'échanges thermiques. Mais attention, on parle ici de convection dans l'air. Ce sera différent dans un fluide comme l'eau, et aussi en régime de convection naturelle, en fonctionnement statique. Si on passe en marche forcée, qu'on utilise un ventilateur de refroidissement, alors là, on n'a aucune chance contre l'aluminium. Donc, le plastique peut bien remplacer le métal pour les applications de dissipation thermique avec des conditions. Essayons de trouver d'autres arguments en faveur du plastique pour remplacer l'aluminium et quel serait l'impact de cette solution plastique sur l'environnement. Considérons l'impact carbone, le fameux GWP, le Global Warming Potential. L'aluminium, là on prend un aluminium vierge disponible en Europe. On est à 10 watts, à 10 kilos, pardon, non, on passe en kilos, de CO2 équivalent. Et comparé à 6,5 kg de notre Laticonter, 50% graphite. C'est un peu à l'avantage du plastique, mais c'est pas encore énorme. Par contre, s'agissant d'une pièce moulée, il faut rapporter la masse matière de la pièce à son unité de volume. Il n'y a qu'à constater ici la différence de densité du plastique et de l'alu, presque la moitié. C'est donc fondamental de convertir le volume en volume, je veux dire, pour comparer réellement l'impact sur la pièce. Et là, c'est nettement à l'avantage du plastique, presque 3 fois moins. On passe de 26-30 à 10. Alors,
un autre comparatif, on parle aujourd'hui, on utilise beaucoup évidemment de recyclé, on parle de recyclé, mais on utilise beaucoup d'aluminium recyclé. On a donc fait le comparatif avec l'hypothèse d'un alu recyclé à 60%, comparé à un compound LATI, Laticonter 62CR GR50, et il s'agit d'un compound sur base polyamide 6 recyclé chimiquement à partir de déchets post-industriels et post-consommation également, recyclé chimiquement, et dans lequel on a mis du graphite. C'est pareil. Donc là encore, 2 fois moins impactant en tenant compte du volume matière plutôt que de son poids. Et là, il s'agit bien d'un polyamide 6 recyclé de premier choix à 100% équivalent à un grade vierge fossile. On a des performances mécaniques, thermiques, rhéologiques strictement équivalentes. C'est pas une matière recyclée mécaniquement qui a vieilli, etc. Là, c'est en fait, c'est de la repolymérisation. On part avec une résine, on va dire vierge, neuve, mais recyclé chimique, mais à 50% recyclé chimique. Donc c'est un compound, il y a 100% de résine recyclée, donc ça veut dire un compound avec 50% de contenu recyclé dedans. C'est quand même un bon ratio. Alors, conclusion, il faut penser à la conversion en volume pour la densité matière, pour les calculs comparatifs. Le GWP, comme on avait vu là, mais c'est valable aussi pour le prix. Ça vaut pour n'importe quel type de substitution du métal par du plastique, voire aussi du plastique par du plastique. Alors, on pourrait encore parler recyclage mécanique avec le broyage de pièces moulées. On a fait l'essai, ça c'est dans un webinaire aussi précédent, et on a démontré qu'en rebroyant des pièces de Laticonter, donc ce polyamide 6 avec du graphite, eh bien on ne perdait pas on n'avait pas de perte significative des caractéristiques mécaniques, ni même de la conductivité thermique, pardon. Et voilà, n'hésitez pas à revoir ces webinaires. N'oublions pas non plus les autres incidences de l'usage du plastique sur l'environnement global, en aval du moulage, à savoir un gain de poids pour la logistique, pour le transport, la consommation d'énergie des presses, sur les températures de fusion, la durée de vie des outillages, ce qui peut réduire encore l'empreinte carbone de pièces moulées et du produit fini. Alors, il peut y avoir des exigences complémentaires de nos clients pour certaines applications. On peut avoir besoin de matières certifiées avec des cartuels, ou même d'avoir des propriétés de tenue au feu, V0, hein, suivant l'UL 94. On a donc à disposition pour vos projets d'autres versions de compounds dissipateurs thermiques disponibles, plus conducteurs, recyclés, V0, carte jaune, etc. Vossloh donc le donneur d'ordre et le fabricant a évidemment lancé une simulation numérique pour valider la géométrie de la pièce. On a tout de même trouvé 2 défauts. Et malheureusement, le premier, c'est bien le seul souci qu'on espérait ne pas rencontrer, c'est-à-dire c'est la déformation du fond du boîtier au centre. Là. Et c'est un défaut de géométrie qui va nous gêner, qui va gêner le contact plan-plan des LED montés en surface du dissipateur et donc réduire l'efficacité de l'échange thermique. Un point à résoudre absolument. L'autre défaut, c'est aussi la déformation sur les bords, sur le contour aux extrémités ici du boîtier. Et là, on risque de rencontrer d'avoir un problème d'étanchéité, avec un mauvais positionnement, une déformation du joint. Dans ce cas, on n'aurait plus l'indice de protection IP67. Alors, il faut dire que le client Vossloh a acquis une compétence importante dans la conception des dissipateurs thermiques aluminium, mais aussi plastique, après plusieurs développements avec Lati ces 15 dernières années. Donc, on a, je dirais, une relation de longue date. Vossloh dispose d'un ensemble d'outils de simulation thermique, une expérience confirmée pour assurer le fonctionnement de ces systèmes LED dans les meilleures conditions de fonctionnement possible.
Ils peuvent optimiser, donc ils savent optimiser la géométrie de pièces, rectifier les épaisseurs de parois, le remplissage, agir sur le remplissage. Plusieurs facteurs qui influencent, ce sont des facteurs qui influencent directement la performance thermique du produit final. Donc pour exemple, hein, on avait travaillé avec les ingénieurs d'Oslo pour mener une étude sur l'influence de la géométrie des dissipateurs, ailettes ou picots. Ça dépend de ce qu'on des personnes. On se rend compte en fait que la température à la base des ailettes, ici en rouge, est beaucoup plus, il y a du rouge, donc c'est beaucoup plus chaud à la base du dissipateur à ailettes par rapport au picot. Et c'est en fait dû à la contribution du rayonnement sur l'échange thermique total du dissipateur avec l'air ambiant. Et ça peut s'expliquer par en fait des ailettes étroites l'une contre l'autre sur toute la longueur et qui va dissiper moins avec le ça réduit l'action du rayonnement en fait par rapport au picot ici qui est plus aéré à la base et qui va dissiper mieux. Alors vous allez me dire pourquoi on prend pas des picots systématiquement, c'est plus efficace, un petit peu plus efficace, mais ça reste un petit peu plus fragile dans les manipulations. Ça se casse beaucoup plus facilement, donc ça réduit un peu le champ d'application. Et voici aussi pour illustration quelques autres exemples de produits LED conçus par Voslo, donc des dissipateurs de toute forme, de toute puissance, de 2 watts à 17, pour dissiper de 2 watts à 17 watts. Donc là, c'est juste les pièces moulées. Vous pouvez retrouver d'autres produits en entier sur le site Voslo. Donc en finale, avec tout ce savoir et cette expérience, Voslo a été capable aussi de surmonter et résoudre leurs problématiques de conception de pièces et d'outillage qu'on a vu précédemment en termes de déformation ponctuelle, comme on vient de le voir aussi avec le nouveau projecteur Brave juste avant. Conception et puis aussi transformation. Ce qu'on va. Résultat final, la pièce moulée ici avec un maillage donc de parois et qui vont optimiser, augmenter l'échange thermique de la pièce. Donc une pièce moulée avec une conception assez aboutie. Le maillage, bon, est un peu complexe du dissipateur, mais ça, comme je vous le disais, ça optimise grandement la surface d'échange avec l'air. Une géométrie adéquate aussi pour le remplissage correct du moule. L'aspect de surface est très correct pour une matière chargée à 50% de graphite. Et la stabilité dimensionnelle et la planéité finalement sont en rendez-vous pour une meilleure dissipation thermique et la meilleure dissipation thermique efficace à la base des LED. Et puis on a garanti aussi l'étanchéité conforme à ce que demandait le client. Alors, pour conclure, on peut dire oui, c'est possible de remplacer les métaux avec des thermoplastiques techniques. Il faut sélectionner les bons grades de matière. On peut appliquer cette démarche à d'autres types d'applications et d'exigences. Par exemple, avoir de la conductivité électrique, comme les métaux, faire du blindage électromagnétique, de la détection magnétique, de la résistance à l'usure. Faut pas hésiter à utiliser les outils d'aide à la conception à disposition aujourd'hui, comme les calculs mécaniques, les simulations thermiques ou la rhéologie. On peut aussi se reposer sur les professionnels expérimentés que sont les mouleurs, les moulistes, les fournisseurs de matière. Je dirais même que c'est la clé du succès aujourd'hui pour ce type de développement, c'est développer un partenariat tripartite entre donneurs d'ordre, le fabricant, le mouleur et l'ATI. En finale, on obtient un ensemble de bénéfices espérés au départ des projets de nos clients. Donc, c'est le gain de poids, la meilleure tenue dans le temps, en résistance à la corrosion, aux agents chimiques, aux intempéries, la réduction de l'impact environnemental aussi. Donc, on va dire, il y a de la demande il y a un intérêt aujourd'hui là-dessus. Et pourquoi pas l'optimisation du coût de la pièce aussi.
Pour plus de détails sur les matières qu'on a vues ici, bah, vous pouvez télécharger les fiches techniques matières sur notre matériothèque lambda. Il- J'ai fait une inversion lambda. Mais vous pourrez trouver aussi plein d'autres compounds hein, de notre gamme, aussi bien structurels que conducteurs thermiques, et encore d'autres compounds avec d'autres propriétés. Vous pouvez flasher le QR code pour avoir un accès direct. Maintenant, bah, je vais. Alors, j'ai mis aussi dans le chat. Vous pouvez télécharger deux brochures de documentation sur le remplacement métal et sur la gamme des matières conductrices thermiquement, qui sont en pièces attachées au webinaire. Donc, voilà. Sinon, avec ce QR code, vous pouvez aussi avoir accès au replay de tous nos webinaires. Donc, vous aurez celui-là prochainement, mais aussi tout l'historique des webinaires que l'on a fait auparavant. Voilà, je vous remercie. Maintenant, je vais aller voir les quelques questions que l'on peut avoir. Là, attendez, je recommence. Question. C'est la question. Hop, 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 hop. Alors, attends. Voilà. Alors, là, je peux pas. Hop. Alors, question. Aurait-on utiliser un PA6 60% fibre de verre? Oui, ça existe. On a effectivement un produit qui est assez intéressant, qui est un polyamide 6 avec 65% de fibre de verre. Alors, polyamide 6, c'est intéressant parce qu'on aurait une fluidité et une esthétique meilleure encore de la pièce, un aspect de surface meilleur. Le problématique du polyamide 6, on l'a un peu écarté parce que bah déjà on aurait dû mettre plus de fibres de verre, donc ça aurait contraint un peu ce phénomène de esthétique, et surtout c'est qu'on aurait eu plus de reprises d'humidité aussi. Donc on a préféré, donc du coup on n'aurait pas atteint les caractéristiques mécaniques globales attendues. Le PA6 graphite peut-il être peint? Et si oui, la peinture tient-elle en... Oui, alors c'est ça, les pièces graphitées peuvent être peintes avec une peinture époxy. Par contre, j'arrive pas à lire le suite de la question. J'ai bizarre, je n'arrive pas à... Ah si. Par contre, oui, oui, une peinture époxy. Par contre, après, sur le cycle, une tenue en cycle climatique, là, c'est plus problématique. C'est réellement lié à la, comment dire, à la matière, à la peinture. Et là, j'ai pas d'expérience sur le sujet. On a peint, si vous regardez certaines le webinaire précédent, on va dire peut-être un projecteur qui est plus puissant que ça, qui monte à 70 watts et qui est assez cadré, assez carré, pardon, rectangulaire plutôt, et qui a un gros dissipateur avec ce type de matière. Alors c'est un 70% graphite et qui est peint en blanc pour une raison esthétique. Mais après, je suis pas sûr qu'on ait fait une tenue climatique, une tenue dans le temps. Alors une remarque, une autre demande. Alors c'est concernant la meilleure émissivité que l'aluminium. C'est la nature même du matériau. La pièce en plastique serait blanche, elle serait encore meilleure. Bon, oui, c'est une petite rectification. J'ai pas dit que c'était la couleur. J'ai dit que la couleur contribuait, mais l'émissivité, effectivement, c'est la nature même du matériau. C'est ce que j'ai dit, je crois. Peut-on avoir une idée du prix au kilo et densité? Sur des matières, oui, sur les matières graphitées comme ça, on est peut-être autour de 10 euros le kilo, et un peu en dessous, ça dépend des quantités. Et on est à une densité de 1,5 pour 50% fibre de verre.
et on peut mettre à 1,7 pour les 70%. Bonjour, il existe des matières. Alors, existe-t-il des matières possédant un grade pharma permettant l'utilisation de ces matières dans les cadres d'utilisation pharmaceutique? Alors oui, on a certains grades pharmaceutiques, donc c'est très précis. Là, je vous invite à nous contacter directement parce que les grades pharmaceutiques, comment dire, ils sont identifiés et vous voyez pas forcément l'identification sur les fiches techniques disponibles sur le site internet. Par contre, après ça dépend le type d'application pharmaceutique. Nous, on fera pas de Si, ouais, faut voir au cas par cas. J'ai essayé de voir un comparatif par rapport au médical. Voilà, on fera pas. Je pense au médical, on fera pas de grade implantable ou des choses comme ça en contact permanent implantable, mais par pharmacie, oui, ça peut être envisageable. On le fait déjà, on fait des grades pour application de ce type-là sur des instrumentations, sur des appareils. Donc, je vous invite à prendre contact directement avec nous pour ça. Et enfin, alors, bonjour, les UDB matières sont-ils disponibles? Donc, il s'agit des données de rhéologie pour les analyses, pour les simulations mécaniques et thermiques. Oui, sur demande, on peut fournir des fichiers UDB si elles ont été caractérisées. Nous, on travaille beaucoup avec Moldex aujourd'hui. On a un peu délaissé Modflow, ce qui fait que toutes les nouvelles matières qu'on peut faire caractériser, c'est avec Moldex. Mais spécifiquement sur certaines matières, on peut donner les fichiers UDB. Donc ça, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Tiens, j'avais pas vu. Et là, il y en a d'autres. Le kilo c'est fait, les UDB c'est fait. Eh ben c'est tout. Attendez, non. Merci, librement ou sur demande. Librement ou sur demande. Sylvain. Alors, Sylvain. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bonjour, concernant les couleurs disponibles pour le laticontaire, on va avoir des couleurs sombres, proches du noir, dû à l'utilisation du graphite. Oui, le graphite, on fera rien de plus, ce sera gris anthracite ou noir, on peut le colorer. Mais si on veut de la couleur, il faut changer de type de charge, donc passer sur des céramiques. Et dans ce cas-là, on n'aura plus malheureusement les performances thermiques qu'apporte le graphite. Donc il peut y avoir une solution, c'est la peinture. Alors, le laticontaire a un état de surface excellent, ça va être compliqué parce que c'est lié à la quantité de charge. Donc honnêtement, c'est pas des pièces esthétiques. On peut pas dire ça simplement parce que vous avez un niveau de charge qui est minimum de 50%. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des matières plutôt polyamide 6, voire polyamide 12, pour améliorer cet état de surface. Mais visuellement, c'est quand même c'est pas une pièce d'aspect. On peut pas dire ça. On peut aller, et si vous partez sur autre chose que du graphite, après il y a une telle quantité, parce que là, pour avoir des niveaux acceptables de conductivité thermique, on va monter à 70-80% de charge et on va avoir des problèmes de tâches en surface, surtout sur les pièces colorées claires. Voilà, et ben t'as un tarif PA6 plus graphite versus Alu. Alors là, je vous invite soit à voir notre webinaire précédent, soit à reprendre contact avec moi pour ce qui est des tarifs. Effectivement, on aurait pu insérer dedans, mais bon, le tarif matière, c'est un peu lié au volume, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a tellement de grades existants
Mais au cas par cas, ça, on peut le faire. Et puis avec votre contribution aussi, dans la mesure où vous utilisez un certain type d'aluminium, euh, voilà, on peut corroborer et trouver les bennes comparatifs justes. Alors, encore une autre. Alors oui, un grainage dans l'outillage peut-il améliorer l'aspect de la pièce? Oui, dans la mesure, oui, oui, ça peut forcément aider à casser les défauts de surface, pour peu qu'on puisse que ce soit acceptable. Après, c'est dans une certaine mesure. Mais ça, effectivement, bonne idée, ça peut aider. Avez-vous réalisé des pièces pour des applications aéronautiques? Alors, je ne sais pas avec quel type de pièces. Moi, je pense peut-être à des applications structurelles, enfin des produits structurels. Alors, on peut, dans les applications aéronautiques, on est un peu bloqué par les homologations. On a certaines matières qui tournent, donc homologuées par des équipementiers, et là, on est plus sur des matières PPS, PPS carbone, 30% à 40% carbone, donc pour avoir des très hauts modules mécaniques, une forte rigidité, ou alors c'est du PIC. Et ben voilà, donc je suis arrivé au terme. Et bon, on me dit merci, donc ça va, donc je crois que c'est la fin. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette session. Et puis, la prochain webinaire, ce sera au mois de septembre, et sur le thème de l'automobile, véhicule électrique. Donc, bah, vous serez informé d'ici là. Et et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et de bons congés, enfin, d'un bel été. Merci, à très bientôt. Au revoir.